Bonjour, c'est Xavier Mauduit, avec des rois et des reines à foison. Clovis, Cléopâtre, mais aussi Louis XIV qui nous apporte le soleil. Ce sont des rivalités Édouard III d'Angleterre et Philippe VI de Valois, ou encore Élisabeth Ier et Marie Stuart, pour des duels couronnés, sans oublier l'éducation des petits princes qui voudraient déjà être rois. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Grand face-à-face historique, Élisabeth d'Angleterre face à Marie Stuart, reine d'Écosse, mais aussi reine de France par son mariage avec François II. Le 8 février 1587, à 2h après minuit, Marie Stuart écrit au roi Henri III, le frère de François II. « Monsieur, mon beau-frère, ce jour du après-dîner m'a été annoncée ma sentence pour être exécutée comme une criminelle. » À 8h du matin, elle explique qu'elle est venue se jeter entre les bras de cette reine, ma cousine, c'est Élisabeth évidemment, qu'elle a eu beaucoup d'ennuis et elle signe « Votre très affectionnée et bien bonne sœur, Marie Stuart, au roi très chrétien, monsieur mon beau-frère et ancien allié ». Bref, une histoire de cousinade qui se passe mal. Marie-Céline Daniel, bonjour. Bonjour. Qui est Élisabeth d'Angleterre ? Alors, Élisabeth d'Angleterre, c'est la fille d'Henri VIII. C'est une des enfants d'Henri VIII, puisque c'est une histoire familiale très compliquée. C'est la deuxième fille d'Henri VIII et c'est la troisième des enfants d'Henri VIII à monter sur le trône, puisqu'Henri VIII, il a 3 enfants, qu'il n'y a pas de loi salique en Angleterre, mais il y a une primogéniture mâle, donc les garçons sont appelés à la succession d'abord, et donc c'est son petit frère Édouard qui va monter sur le trône, qui n'aura pas d'enfant, qui va mourir très vite, qui se voit succéder par sa sœur Marie, qui elle-même décède sans enfant assez rapidement, et Élisabeth monte sur le trône en 1558. Ce n'était pas une évidence qu'elle monte sur le trône. C'était très loin d'être une évidence, d'abord parce qu'elle est la dernière fille et qu'il y a donc 2 autres enfants qui ont un plus grand droit dynastique à monter sur le trône qu'elle, et surtout parce que son père a lancé le schisme, ce qu'on appelle le schisme henricien, c'est-à-dire qu'il se défait du catholicisme en Angleterre, devient chef de l'église qui deviendra anglicane, qui n'est pas anglicane encore, mais qui va le devenir, et qu'il passe sa vie à changer de femme et à essayer un petit peu désespérément d'avoir des héritiers mâles, et au final, il n'y en aura qu'un légitime, Édouard, et il va passer son temps à supprimer ses enfants de l'ordre de succession, et finalement, sur les conseils de sa dernière, donc sa 6e femme qui va lui survivre, de réintégrer ses enfants dans l'ordre dynastique prévu, donc Édouard d'abord, Marie ensuite et Élisabeth. Mais donc Élisabeth a une enfance d'abord loin de la cour, puisque sa mère est exécutée, qu'elle est effectivement bâtarde, alors fille du roi, mais évidemment non intégrée à la succession, et donc elle va avoir de jeunes années loin de la cour et loin d'un destin royal. Oui, parce que Anne Boleyn, la mère d'Élisabeth, est exécutée. Dites donc enfance difficile quand même. Non, mais dans la construction mentale de cette gamine, c'est très dur. Elle est élevée comment ? Elle est mise à l'écart ? Elle est mise à l'écart. Alors, il faut faire très attention de ne pas plaquer sur ces périodes-là nos construction mentale et sociale. Ce serait d'ailleurs même erroné de le faire sur les familles royales d'aujourd'hui, mais à l'époque encore plus. Les enfants sont rarement élevés par leurs parents et par leur mère, évidemment, donc c'est pas totalement illogique, mais effectivement, ce qui est particulier dans le cas d'Élisabeth, c'est que dès l'âge de 3 ans, en fait, elle naît en 1533 et sa mère est exécutée en 1536. Sa mère est quand même exécutée pour adultère et sorcellerie, qui sont quand même des chefs d'inculpation très lourds, même si, de fait, elle est surtout exécutée pour des raisons politiques et religieuses. Elle est effectivement bannie de la cour, enfin, éloignée, disons, plus que bannie, et elle va être... alors, évidemment, elle est aristocrate, elle est de sang royal, là, pour le coup, il n'y a pas de doute, donc évidemment, elle n'est pas du tout reléguée dans une ferme lointaine au nord de l'Angleterre, mais elle est néanmoins, on ne lui prête pas les égards qu'on prêtera évidemment au reste, et notamment à Édouard. Donc elle a des précepteurs, évidemment elle est éduquée, mais il va falloir attendre un petit peu, quelques années, pour qu'elle soit finalement intégrée dans la maison de son frère Édouard et éduquée, là pour le coup, par des tuteurs protestants extrêmement brillants et extrêmement prestigieux, mais ça va venir dans un deuxième temps. Son enfance réellement est une enfance un peu isolée. À quel moment devient-elle comme une évidence celle qui va monter sur le trône, ou d'ailleurs l'évidence n'est-elle jamais présente ?
L'évidence n'est pas réellement présente. Évidemment, dès lors que Édouard décède, il y a une succession un petit peu compliquée, que Marie arrive sur le trône et que Marie, visiblement, n'arrive pas à avoir d'enfant. Marie, elle arrive sur le trône, elle a à peu près 35 ans, donc évidemment, surtout à l'époque, ça devient quand même assez difficile. Les choses s'accélèrent. Et de fait, le règne de Marie, qui conduit à une restauration catholique en Angleterre, donc ça complique encore les choses, est vécu comme une période de transition politique par un certain nombre des ministres, enfin des hommes qui deviendront les ministres principaux d'Élisabeth. Et il y a immédiatement, en fait, des circuits de correspondance qui se mettent en place avec les exilés, donc ceux qui étaient les serviteurs d'Édouard, qui sont partis sur le continent à l'arrivée de Marie et à la restauration catholique, qui vont essayer de préparer l'arrivée d'Élisabeth en croisant les doigts. Ceci étant, c'est loin d'être une évidence. Élisabeth va être enfermée dans la tour de Londres suite à une rébellion à laquelle visiblement elle n'est pas associée, mais évidemment Marie qui voit bien que si elle décède sans enfant, évidemment Élisabeth reviendra ou viendra sur le trône. Élisabeth est indécise sur le plan religieux, en tout cas elle n'est pas clairement identifiée, mais Marie se doute bien qu'ayant été éduquée par des tuteurs protestants, il y a une forte chance qu'elle restaure une forme de protestantisme. Donc il y a une grosse inquiétude de Marie qui va effectivement elle-même finalement nourrir la probabilité que Élisabeth arrive sur le trône comme voilà une menace pour elle, mais jusqu'au bout finalement ce sera pas une évidence. Néanmoins, quand la succession va se faire, elle va se faire. Marie elle-même va désigner Élisabeth comme son héritière. Ce qu'elle était plus ou moins de droit dynastique, mais il y avait une possibilité à l'époque de désigner son héritier, donc elle renforce sa légitimité, et Élisabeth va pouvoir monter sur le trône calmement, et la transition va se faire sans difficulté. Nous sommes dans la famille des Tudor, et quand nous parlons de Marie, ici, il est question de Marie Tudor, la sœur d'Élisabeth, Marie qui est reine, et qui désigne, eh bien, pour lui succéder, sa frangine, Élisabeth. Mais au même moment, il y a une autre Marie. Pour ça qu'il ne faut pas les confondre. Hein. D'un côté, Marie Tudor, la reine, la sœur. Et de l'autre, il y a une cousine, c'est la famille Stuart. Estelle Paranque, bonjour. Bonjour. Qui est Marie Stuart ? Marie Stuart, c'est un personnage de l'histoire assez compliqué, mais c'est surtout la fille, en fait, du roi d'Écosse et de Marie de Guise. Et les de Guise sont une famille des plus importantes, une famille noble des plus importantes de France. Et Marie Stuart, en fait, son père va mourir quand elle a à peine 8 jours, une semaine, et donc elle va devenir reine d'Écosse en tant que bébé. Mais c'est bien risqué, et donc sa mère devient régente, Marie de Guise devient régente. Il y a beaucoup de Marie, il y a beaucoup de Henri, je dois le préciser, parce qu'ils s'appellent tous pareil. Donc c'est très très agréable pour nous, pour faire nos recherches, c'est très agréable. Donc Marie de Guise devient régente d'Écosse, mais elle ne se sent pas à l'aise, surtout pour l'éducation de sa fille. Donc elle va envoyer sa fille qui aura 5 ans, et elle aura presque 6 ans quand elle sera envoyée en France, en fait, à la cour de Henri II. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de Henri II et de Catherine de Médicis, sa femme. Et là, elle va avoir une éducation de princesse. Elle va être traitée comme une vraie princesse, une vraie reine. Elle est promise à François II, et les deux jeunes s'entendent très bien. Enfin, c'est surtout Marie Stuart qui domine en fait François dès le plus jeune âge. On a déjà des rapports où on voit bien que lui, il est complètement amouraché de cette belle jeune fille, et elle joue beaucoup là-dessus. On va pas se mentir. Et c'est une grande séductrice, Marie Stuart. Et donc elle est à la cour de France. Elle est château de la Loire, elle voyage dans tous les châteaux, donc elle a une vraie... comparée à Élisabeth, elle a une enfance un peu de rêve, quand même, il faut se le dire. Elle est privilégiée, elle est énormément aimée de Henri II, de Diane de Poitiers, sa maîtresse. Catherine de Médicis n'est pas une grande fan, parce qu'elle n'aime pas trop les gens qui ont un très fort ego comme ça, parce que Marie Stuart montre déjà une très forte personnalité très jeune. Et puis voilà, elle devient reine de France quand Henri II va mourir le 10 juillet 1559. Elle devient reine de France avec François II. Et là, si vous voulez, ça change le cours de l'histoire. Et puis il va continuer de changer, puisque elle va perdre son mari en 1560. Et là encore, où elle va devoir retourner en Écosse, reine d'Écosse. Mais pour elle, c'est un déchirement, parce qu'en vrai, on l'appelle Marie Stuart, bien sûr, mais Marie Stuart se sent beaucoup plus française qu'écossaise. Et ça, c'est une réalité dont on ne parle
très peu. Ben oui, parce que la mère de Marie Stuart est Marie de Guise. Les Guises, c'est la Lorraine. Et Marie Stuart, puisqu'elle épouse un roi de France, est catholique. C'est aussi un élément essentiel dans cette rivalité qui nous intéresse entre Élisabeth d'Angleterre et Marie Stuart, reine de France et d'Écosse. Marie Stuart est catholique, Estelle Paranque. Tout à fait. Elle est catholique et puis elle est vraiment, enfin, je veux dire, elle y croit énormément. Elle n'a aucune, alors, c'est un peu compliqué parce que quand elle va revenir en Écosse, elle va devoir faire des compromis. Mais personnellement, elle ne veut jamais faire de compromis. Et d'ailleurs, une histoire très intéressante par rapport à Marie Stuart et ce catholicisme tellement important pour elle, et puis pour ses oncles, les de Guise, parce qu'elle est très très proche de sa famille, les de Guise. Et en fait, elle va demander à rester en France, en Lorraine, pour rester. Elle ne veut pas retourner en Écosse, et Catherine de Médicis va lui dire non, il faut que tu retournes en Écosse, il faut que tu reprennes le contrôle de ton pays. Mais au début, elle n'a aucun intérêt, et puis l'Écosse est devenue protestante. Elle a vécu une réformation. Elle se retrouve là-bas avec des protestants, mais elle va montrer, et ça il faut le noter, une très grande intelligence à ce moment-là. Je le précise, à ce moment-là, elle montre une très grande intelligence, une très grande maturité, je dirais même, où elle va accepter que le pays soit protégé. C'est très rare ça pour un roi ou une reine, il faut le noter, surtout au XVIe siècle, au XVIIe siècle. Elle va accepter que son pays soit d'une religion différente, du moment qu'il n'essaye pas de la changer elle, et qu'elle a le droit d'aller à la messe, et qu'elle a le droit de continuer ses pratiques religieuses catholiques. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que dans ses lettres à elle personnelles, à ses cousins-cousines, ou à sa grande amie, Élisabeth de Valois, qui est reine d'Espagne, la fille de Catherine de Médicis et d'Henri II, elle dévoile qu'en fait, son rêve, c'est de devenir reine d'Écosse, reine d'Angleterre, et de rétablir le catholicisme dans les deux pays. Donc, elle est pragmatique, on va dire. Quand elle sait qu'elle n'a aucun pouvoir, aucune chance de changer les choses, elle ne le fait pas. Et puis, elle essaye quand même, avec ses contacts, avec ses réseaux, de voir si elle peut faire changer les choses. Et c'est là où on va avoir cette grande rivalité entre les deux reines. Et c'est là aussi où les conseillers d'Élisabeth d'Angleterre commencent à s'inquiéter. Majesté, vous le savez, tous les Anglais ne sont pas de même croyance. L'idolâtrie romaine compte encore beaucoup d'adorateurs secrets. Leur cœur est attaché à cette Stuart. Ils font cause commune avec les frères de la maison de Lorraine. C'est de Reims que sans relâche on envoie dans cette île des fanatiques, dissimulés sous toutes sortes de déguisements. C'est de là que sont déjà partis 3 assassins. Ne défiez plus la Providence, Majesté, et croyez-moi, la vie de Marie Stuart est votre mort. Seule sa mort est votre vie. Je sais que la sagesse parle par votre bouche. Mais du fond du cœur, je hais la sagesse qui ordonne de verser le sang. Réfléchissez. Trouvez un conseil plus doux. C'est au XVIIIe siècle, Schiller qui s'intéresse à Marie Stuart. Dans cette évocation, Marie-Céline Daniel, il y a toutes ces menaces qui planent autour de la reine d'Angleterre, mais elles sont nombreuses. Réellement, l'Angleterre est un lieu qui est observé de tous, de toutes. Que se passe-t-il en Angleterre? D'où viennent ces menaces? Alors, en fait, elles viennent d'abord de ce schisme voulu par Henri, pour des raisons au départ essentiellement politiques, liées à la nécessité dans laquelle il se trouve de divorcer pour pouvoir se remarier et avoir ce fameux héritier mâle. Et Henri va enclencher ce mouvement qui est donc d'abord politique, mais qui va être concomitant de la réforme continentale européenne, qui a eu lieu quelques années avant. En gros, le schisme, c'est les années 1530 et Luther, c'est 1517. Donc on est dans la même période et en fait les deux vont se télescoper, c'est-à-dire que ce qui est vu d'abord comme une reprise de pouvoir royal par le monarque sur l'ensemble dans une vision impériale, donc d'un roi qui serait chef civil et religieux de son pays, va entrer en confrontation avec la réforme luthérienne d'abord puis calviniste, et Henri, pour des raisons politiques d'alliances européennes qui sont un petit peu compliquées, va jouer en permanence d'un bloc contre l'autre,
du bloc réformé contre le bloc catholique, ce qui va finir de perdre à peu près évidemment tout le monde. Henri n'était pas un très grand stratège et il va se trouver poussé vers la réforme par des proches, par des Anglais qui vont voir dans la réforme le moyen de véritablement s'émanciper de l'Europe catholique continentale. Et il va essayer de résister, mais ses propres incohérences finalement vont rendre le tableau très très difficile à suivre. Et le règne va être une oscillation perpétuelle de réformes pro-catholique, puis de changement de pied avec des réformes qui vont plutôt dans le sens de la réforme. Et le résultat des courses, c'est qu'à la mort d'Henri, le roi, donc Édouard, a été, comme Élisabeth, éduqué par des tuteurs protestants très radicaux. Donc on imagine que Henri, évidemment, ne l'ignorait pas et donc se doutait bien que la succession se ferait plutôt dans le sens du protestantisme, avec Marie, donc Tudor, princesse, qui, elle, est restée fille d'une grande Espagnole, restée catholique et évidemment tenant absolument à rapprocher l'Angleterre de l'Espagne. Et donc, Élisabeth va se trouver, après un premier règne, celui d'Édouard, très dur sur le plan de la restauration d'un protestantisme radical, suivi par une restauration catholique tout aussi dure, doublée d'une diplomatie pro-espagnole, puisque évidemment, à l'époque, les grands, c'est les Habsbourg, il y a les Habsbourg et les Valois, et c'est cette rivalité entre Marie Stuart et Élisabeth, c'est aussi une question de rivalité européenne, de grande famille européenne. Et donc, restauration catholique, rapprochement avec l'Espagne, puisque Marie Tudor va épouser Philippe II d'Espagne, et ensuite, arrivée d'Élisabeth, qui, elle, va être d'une très grande prudence, voilà, très très grande prudence, à ne pas se positionner au départ, et finalement à donner doucement des gages sur le fait qu'il va y avoir une restauration protestante, mais que ce sera véritablement ce qui va être l'anglicanisme, c'est-à-dire une forme modérée du protestantisme, où sont préservés d'abord les intérêts du roi, enfin du monarque, d'abord et avant tout, et elle va essayer de tenir cette espèce de corde raide entre deux blocs, une minorité catholique forte, assez véhémente et qui va se radicaliser et devenir de plus en plus violente, et une majorité, on va dire, protestante modérée, qui est tiraillée par ce qu'on appelle les puritains, c'est-à-dire là pour le coup des protestants radicaux qui vont vouloir aller plus loin. Et elle va essayer de maintenir cette espèce de moment intermédiaire, de position intermédiaire, sauf que l'inscription de l'Angleterre dans les conflits européens, il faut bien penser qu'à l'époque, c'est les guerres civiles en France, les guerres de religion qui commencent en 1560, c'est à peu près concomitant. Élisabeth va se trouver menacée par l'Espagne et les puissances ultra-catholiques continentales qui vont voir dans l'Angleterre une terre de mission, exactement comme il va y avoir les missions finalement sur le continent américain, une terre de mission, de reconquête, et le fer de lance de cette reconquête, et on en parlait dans l'extrait que vous avez de la pièce de Schiller sur Reims. Reims, c'est les jésuites. L'ordre a été créé pas très très longtemps avant, et les jésuites vont véritablement penser l'Angleterre comme une terre de reconquête. Ils sont entre Douai et Reims, donc pas si loin que ça finalement de la côte, et ils vont effectivement organiser des voyages véritablement missionnaires pour aller conquérir les esprits anglais, avec, il faut quand même le dire, des résultats très très limités, mais une paranoïa élisabéthaine gigantesque face à ce qu'ils voient comme une espèce d'armée de prêtres missionnaires qui viennent gagner les cœurs et les esprits anglais, et ça va être une pression qui va s'accroître et qui va jouer un rôle fondamental dans la rivalité dans les tensions entre Marie Stuart cette fois-ci et Élisabeth, parce qu'effectivement Élisabeth et ses conseillers vont avoir le sentiment qu'elle orchestre tout ça, puisqu'elle est évidemment héritière d'Élisabeth. Estelle Paranque, de son côté, Marie Stuart, reine de France, ça ne dure pas longtemps, reine d'Écosse, est-elle l'héroïne des catholiques? Est-elle vue comme celle qui va peut-être pouvoir mettre en place le catholicisme dans l'ensemble de ce qui n'est pas encore le Royaume-Uni, dans l'ensemble surtout de l'Angleterre, et mettre fin à cet épisode protestant-anglican? Oui, d'une certaine manière, je crois bien que oui, c'est ce qu'elle représente. Mais elle a une vie très compliquée, Marie Stuart. Marie Stuart, donc elle va quitter la France, elle va retourner dans son pays d'origine, l'Écosse. Elle va devenir reine d'Écosse, comme on a vu. Elle va accepter le protestantisme en Écosse, mais elle va se marier avec Henry Darnley, qui est un catholique et un sujet anglais. Il est aussi son cousin et le cousin d'Élisabeth, afin de
réaffirmer encore plus sa légitimité pour le trône anglais. Et puis surtout, ce qu'il faut aussi, ce dont on ne parle pas trop et qui est pourtant au cœur de cette rivalité et de ces tensions, c'est aussi l'attitude de Marie Stuart dès le début en fait, dès que, depuis toujours, elle ne reconnaît pas Élisabeth Ier comme reine d'Angleterre. Alors, ça pose des problèmes, plus que ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que c'est dès le début, donc quand Élisabeth devient reine en 1558, Marie Stuart utilise, avec François II, les symboles anglais et se considère comme reine d'Angleterre, puisqu'elle elle ne considère pas que le mariage entre Anne Boleyn et Henri VIII est valide, comme la plupart des catholiques d'ailleurs. Et Élisabeth va être très énervée dès le début en leur demandant d'arrêter d'utiliser les titres déjà de roi et reine d'Angleterre. Ils vont refuser. Ensuite, quand il meurt et qu'elle part en Écosse, elle continue de faire ça. Donc ça continue d'énerver Élisabeth. Mais Marie Stuart va avoir de plus en plus de problèmes personnel avec ce deuxième mari qu'elle choisit qui est catholique. Il va être déjà c'est un homme très bizarre. C'est un homme, en fait, il l'a complètement séduite. Alors la grande séductrice qui est séduite, c'est assez rigolo, elle est complètement séduite par ce charmeur, c'est un charmeur, Henry Darnley. Mais c'est aussi quelqu'un de très qui aime le contrôle, qui veut la contrôler, qui veut le pouvoir et qui ne supporte pas en fait quelque part d'être roi d'Écosse juste grâce à elle finalement. Et elle, elle a été élevée comme si c'était la 8e merveille du monde. Donc, elle ne comprend pas trop comment cette passion qu'il y avait entre deux va changer quelque chose de toxique, une relation extrêmement toxique. Et finalement, tout ça pour en venir au fait qu'il va faire assassiner son secrétaire David Rizzio parce qu'il pense qu'il y a une affaire entre les deux, qui sont en fait amants. Bon, après, est-ce qu'ils le sont et qu'ils le sont pas, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, voilà, il le fait assassiner devant elle. Elle est mortifiée. Et ensuite, elle a peur de son mari. Et ensuite, ce mari va être assassiné lui-même. Et alors là, toutes les raisons, et il y a beaucoup de recherches là-dessus, et c'est très dur de savoir, est-ce qu'elle a participé au meurtre ou pas? Moi, je dirais que non, mais elle était peut-être au courant. Et là, Élisabeth va lui donner beaucoup de conseils. Elle va lui écrire énormément et elle va lui dire, je vous donne des conseils, vraiment, éloignez-vous de quiconque qui est lié en fait à ce meurtre. Et elle n'écoute pas tellement Élisabeth. En fait, je ne sais pas si elle l'écoute pas ou si elle ne peut pas l'écouter. Il y a quand même une différence là-dessus. Elle se sent de plus en plus en danger en Écosse. Et pour cause, elle est en danger. Et là, il y a son 3e mari, Bothwell, qui va en fait la kidnapper, on va pas se mentir, et il va exercer énormément de pression. Donc elle pensait qu'elle était avec quelqu'un de toxique avant, en fait elle rencontre quelqu'un d'encore pire que Henry Darnley. Il y a même des rumeurs qu'il l'aurait violée, donc je veux dire c'est un homme assez horrible. Et en fait il la force à se marier, donc il se marie, mais les gens savent très bien que Bothwell est derrière le meurtre du roi d'Écosse quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas rien. Marie Stuart se marie avec ce meurtrier, donc elle, sa réputation est, voilà, ça part vraiment dans tous les sens. Les gens ne savent plus qui penser. Elle pense qu'elle n'a plus aucun soutien en Écosse, ce qui est faux. Mais elle ne se rend pas compte. Elle est complètement aveuglée par ce qui se passe, et elle va décider de fuir en Angleterre. Alors, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'elle a un fils avec Henry Darnley. Ce fils, c'est James, Jacques VI d'Angleterre et Jacques Ier d'Écosse et Jacques Ier d'Angleterre. Donc, et elle va fuir en Angleterre. Et là, c'est la question, si vous voulez, vous avez énervé quelqu'un pendant 10 ans, c'est en 1568-1569, vous avez énervé quelqu'un pendant plus de 10 ans en lui disant que vous la reconnaissez pas comme reine. Et là, vous arrivez dans son royaume en lui demandant de l'aide. Bon, Élisabeth, là, elle se dit, ok, donc on a un problème, on a mon héritière dans la succession qui arrive en Angleterre. Moi, j'ai énormément du mal, enfin quand je dis moi, c'est Élisabeth, elle se dit, bon, moi j'ai énormément du mal à établir cette via média entre le protestantisme et le catholicisme. Et les catholiques voient Marie comme la véritable reine d'Angleterre, en fait. C'est ça, c'est pas tellement une sauveuse, c'est que beaucoup ne reconnaissent pas la légitimité d'Élisabeth Ier d'Angleterre sur le trône. Et c'est ça qui crée tellement de tensions et de rivalité entre les deux reines. Et encore plus une fois que Marie Stuart est en Angleterre. Rivalité Élisabeth-Marie Stuart.
Can she excuse my wrongs? Mais oui, va-t-elle pardonner ses erreurs? Mais là, nous sommes à la toute fin du XVIe siècle, au tout début du XVIIe siècle, avec John Dolan dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares, avec aujourd'hui à la technique Florent Bujon, la rivalité entre Élisabeth d'Angleterre et Marie Stuart. Marie Stuart, qui fut un court temps reine de France, qui est reine d'Écosse. Face à elle, Élisabeth en Angleterre. Marie-Céline Daniel, ce n'est pas une évidence pour une femme d'être reine sur le papier, oui, bien sûr, sinon elle ne serait pas sur le trône. Comment considère-t-on cette femme comme une reine ? Alors sur le papier, c'est pas tellement une évidence. C'est une évidence parce qu'il n'y a pas de loi salique en Angleterre. En France, la question ne se serait même pas posée. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour l'Angleterre et l'Écosse, non seulement les femmes peuvent monter sur le trône, mais le droit au trône se transmet par les femmes. Ce qui explique pour le coup que Marie Stuart soit elle-même héritière du trône parce que elle a ce droit-là du côté féminin. Non, c'est pas une évidence. C'est pas. Alors, il se trouve qu'Élisabeth, elle a eu sans doute beaucoup de chance, mais elle a eu une grande chance, c'est d'avoir finalement sa sœur Marie, parce que cette période de transition de 5 ans entre 1553 et 1558 va être pour Élisabeth, même si la période est effectivement très compliquée, je vous ai dit, elle est emprisonnée, elle est quand même sous pression, une période d'apprentissage. Et en fait, c'est une des grandes différences finalement entre Marie Stuart et Élisabeth Tudor, et sans doute peut-être une forme d'excuse qu'on pourrait trouver à Marie Stuart, c'est qu'Élisabeth va avoir le temps, elle va voir son frère et sa sœur au pouvoir, elle va voir les écueils dans lesquels ils sont tombés, ceux qu'ils ont réussi à éviter, et elle va apprendre, et évidemment elle va apprendre dans une forme de contrepoint par rapport à sa sœur aînée, la pression qui pèse sur les épaules d'une femme, puisqu'effectivement, elle a un droit à monter sur le trône. Alors, le fait qu'elle ait le droit, ça ne veut pas dire que c'était quelque chose de très fréquent, puisque la primogéniture mâle faisait qu'en réalité, il y a eu un exemple féminin au Moyen-Âge avant. Donc, c'est très rare. Et évidemment, inutile de dire que les hommes, qui sont les hommes de pouvoir, ont évidemment tous les lots de préjugés, misogynes qu'on imagine, et qui parfois, d'ailleurs, sont même pires que ça, avec des questions religieuses sur des femmes qui ne peuvent pas exercer le pouvoir et la dimension très masculine du pouvoir, évidemment, viril, pose question quand il s'agit d'une femme. Et Élisabeth va apprendre de Marie un certain nombre de choses, notamment la question qui va être fondamentale dans le règne d'Élisabeth, la question du mariage. Puisque, évidemment, dès lors qu'il faut se marier pour assurer une succession, le choix du mari est absolument fondamental, puisque, en théorie, le mari de la reine n'est pas roi, enfin en tout cas s'il le devient, il doit y avoir une décision, et Marie va se faire arracher par Philippe II le fait qu'il soit roi d'Angleterre, alors qu'il aurait dû être consort et donc ne pas avoir de pouvoir. Et c'est une erreur fondamentale de Marie qu'Élisabeth va évidemment prendre garde de ne pas reproduire, et en fait les premières années du règne d'Élisabeth vont être dominées par ce qu'on appelle la crise de la succession, c'est-à-dire une pression gigantesque exercée sur la reine pour qu'elle trouve un mari, avec des questions politiques très
très intéressante sur les prérogatives des uns et des autres. Le Parlement va s'en mêler, ce qui va évidemment beaucoup irriter la reine qui va considérer que ce n'est pas un sujet de discussion pour les parlementaires, mais elle va effectivement faire un petit peu danser tous les héritiers européens pendant un temps, puisque évidemment l'Angleterre n'est sans doute pas un pays, le pays très très prestigieux qu'il deviendra ensuite. Enfin, néanmoins, c'est un territoire intéressant. Et donc, Philippe II, donc veuf, tout juste veuf de sa femme Marie de Tudor, va d'ailleurs proposer de l'épouser. Tous les fils de Catherine de Médicis, à un moment donné, vont être, alors pas François II, parce que bon, il y avait quand même Marie Stuart dans l'opération, mais en tout cas, le futur Henri III, le duc d'Alençon, qui est le jeune frère d'Henri III, vont être proposés. Donc, il y a vraiment une espèce de feuilleton assez presque du vaudeville à un moment donné, sur voilà ces gens qui sortent du chapeau et qu'on lui propose, avec effectivement de plus en plus clairement une volonté de ne pas se marier, ce qui a deux conséquences. Un, pour elle, c'est la garantie de l'indépendance du royaume, j'entends, pas tant de son indépendance comme femme, c'est peut-être une réécriture en tout cas de l'indépendance du royaume, ça c'est sûr, puisque du coup ça veut dire ne pas embarquer le royaume dans une diplomatie hasardeuse comme Marie l'a fait avec l'Espagne, qui a emmené l'Angleterre dans une guerre catastrophique contre la France qui a mené à la perte de Calais. La volonté de ne pas se soumettre à un clan, et donc elle va refuser les prétendants anglais parce qu'ils lui sont inférieurs, donc ça c'est une impossibilité, mais acceptant de fait de ne pas avoir d'héritier. De ne pas avoir d'héritier direct. Et c'est là que naît la crise, en fait. C'est-à-dire que tout son règne, qui est fort long, 45 ans tout de même, Élisabeth est fragile. Parce qu'il n'y a pas d'héritier et que, alors il y en a toujours un, le propre du droit dynastique, c'est qu'il y en a toujours un, de fait il y aura Marie Stuart, mais que cette impossibilité dans laquelle elle va se trouver d'avoir une descendance légitime va fragiliser son pouvoir et faire que tout accident de santé, de cheval, et Dieu sait qu'évidemment à l'époque il y en a, crée un stress gigantesque dans les cercles de pouvoir en se disant mais si jamais la reine décède, que se passe-t-il? Et donc ça c'est quand même une difficulté dans laquelle elle va mettre le royaume. Nous avons deux portraits différents. Élisabeth d'Angleterre avec une éducation difficile, le protestantisme et puis pas de mariage, et de l'autre côté Marie Stuart avec le catholicisme, épouse de François II de France, donc elle est reine de France, et puis après ces deux maris que nous avons déjà évoqués, Lord Darnley et Lord Boswell. Mais dans cette histoire, dans la logique de succession, Élisabeth, reine d'Angleterre, n'a pas d'enfant, cette image de la Vierge, et nous pourrons l'évoquer cette image. À qui revient le trône si Élisabeth disparaît soudainement? À Marie Stuart. Elles sont cousines au 2e degré. Elles sont issues en fait de Tudor, d'Henri VII, l'une et l'autre, avec une génération d'écart. Mais le droit à la couronne se transmettant par les femmes, effectivement, Marie Stuart est l'incontestable. Ce qui est effectivement par rapport à ce que disait Estelle Parent, une grosse différence avec Élisabeth, qui est dans une certaine mesure menacée par ce divorce non validé de son père. Marie Stuart est incontestablement une héritière du trône d'Angleterre, et évidemment son fils qui va naître derrière sera lui aussi évidemment héritier d'Élisabeth, et de fait c'est lui qui deviendra roi d'Angleterre à la mort d'Élisabeth. Donc il y a une lignée, il y a des héritiers, mais des héritiers qui sont dans un autre pays qui est quand même considéré comme un cousin un peu abattardi de l'Angleterre à l'époque, et puis surtout évidemment une héritière qui est catholique et qui serait évidemment la promesse d'une restauration du catholicisme en Angleterre, ce qui est inconcevable même pour une Élisabeth. Des enjeux majeurs entre ces deux figures historiques, Marie Stuart et Élisabeth d'Angleterre. Ensemble, nous pourrons vaincre ceux qui doutent de nous. N'entrez pas dans leur jeu. Ils veulent précisément nous dresser l'une contre l'autre. Je sais que votre cœur vaut bien mieux que les hommes qui vous conseillent. Je suis plus homme que femme maintenant. Le trône m'a transformée. Mais je ne veux en aucun cas me dresser contre vous. Mais vous fomentez la rébellion. Et vous trahissez ma confiance chaque fois que vous le pouvez. Si vous souhaitez toujours ma protection, vous devriez mesurer vos propos. Je refuse de me faire tancer par une inférieure. Une inférieure? Je suis une Stuart. Ce qui me donne un titre supérieur au vôtre au trône d'Angleterre. Et ben voilà, la cousinade qui se passe mal. C'est un extrait du film de Josie Rourke en 2018. Marie Stuart, reine d'Écosse, Estelle Parent.
Marie Stuart, reine d'Écosse, revient en Écosse, mais vous nous avez dit que ça se passe plutôt mal. Elle est un peu évincée. Alors dans la fiction, nous venons d'entendre, il y a une rencontre secrète, mais d'ailleurs, ces deux reines, puisqu'elles sont toutes les deux reines, se sont-elles rencontrées ? Non, elles se sont jamais rencontrées. D'ailleurs, là, ce passage est pour moi, je crois, le pire passage qui a été écrit sur ces deux reines. Et je suis vraiment désolée pour Josie Rourke. Je sais qu'elle est absolument brillante. Mais moi, ce film, je ne le supporte pas. Notamment, non, pas seulement en fait parce qu'elles ne se rencontrent pas, puisqu'en fait, depuis le 19e siècle, même dans les pièces de théâtre, dans les opéras, ils les font se rencontrer. Donc, soit on a besoin, si vous voulez, d'avoir ces deux femmes qui ne se rencontrent jamais dans la vraie vie. Je veux dire, elles ne se sont jamais vues. Il y a eu bien sûr des moments où elles auraient pu se voir, mais Elisabeth a finalement toujours refusé. Et puis on comprend bien pourquoi. Sa vie est en danger. Il faut pas se mentir. Et puis aller rencontrer quelqu'un qui ne reconnaît pas votre titre de reine et votre légitimité. Faut quand même faire attention. Enfin, il faut bien réfléchir. Et comme Marie-Céline Daniel a bien expliqué, si vous voulez, le risque d'avoir comme héritière et d'avoir comme reine Marie Stuart était tellement grand que même les conseillers d'Elisabeth refusaient ça. Mais là, dans l'extrait que nous avons, on a bien aussi un sentiment que ce sont les hommes, en fait, autour de ces femmes, qui ont créé des problèmes entre elles. Et c'est vrai et c'est faux. Alors dans ces hommes, ce qui est encore un problème dans ce film de représentation de ces deux reines, c'est qu'on parle surtout des Anglais, donc Lord Cecil, Walsingham, même d'une certaine manière, Robert Dudley. Mais c'est pas tellement en fait ces hommes, c'est aussi les deux Guise. On les oublie souvent, mais ce sont les cousins. Alors il y a eu les oncles, après ce sont les cousins de Marie Stuart qui posent énormément de problèmes, qui continuent de créer cette rivalité entre les deux heures, entre les deux cousines, et qui font espérer à Marie Stuart qu'elle arrivera à prendre le trône. Ils sont vraiment derrière tout ça. Et donc, comme j'expliquais, Marie a des problèmes en Écosse, elle fuit en Angleterre. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que, dans le film de Josie Rourke, elle les fait se rencontrer. Mais il y a un énorme problème dans cette rencontre. Je veux dire, on a une Marie Stuart un peu impétueuse, alors qu'elle a quand même la queue entre deux jambes, il ne faut pas se mentir. Elle n'a plus de trône, elle vient de fuir. Je ne la vois pas, alors je veux bien, beaucoup pensent qu'elle est stupide, mais on va essayer de la rendre un peu plus intelligente quand même. Moi, je ne la vois pas insulter en face à face la reine, elle a besoin d'aide, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, de lui dire que c'est une inférieure, elle le pense, je veux dire, il n'y a pas de souci, mais elle ne peut pas lui dire en face. C'est juste pas possible. Et ensuite, de lui dire j'ai plus de droits que vous parce que je suis une Stuart, c'est faux. Les Stuarts, c'est le trône d'Écosse. Ce n'est pas pour ça qu'elle a plus de droits au trône d'Angleterre. Elle a autant de droits au trône d'Angleterre, mais surtout parce qu'elle est une Tudor. Et ça, on l'oublie. D'accord ? Donc, c'est vraiment comme Marie-Céline Daniel l'a expliqué. Elles sont toutes les deux liées à Henri VII. Et Henri VII, c'est le début des Tudors. Donc c'est ça sa vraie légitimité à elle. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir que ensuite elle n'est plus reine. D'ailleurs beaucoup l'appellent Marie reine d'Écosse, mais à partir de 1568-1569, elle n'est plus reine d'Écosse. Donc quand on dit que Élisabeth a fait exécuter une autre reine, non, pas en 1587, elle a plus de trône malheureusement. Elle a abdiqué, elle est partie. Elle a plus de trône, c'est son fils qui est roi d'Écosse. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, on ne parle pas beaucoup aussi de la petite rivalité entre son fils et elle, mais elle existe. Il y a beaucoup d'amertume du côté de Jacques VI d'Écosse qui va essayer, il va tenter, mais timidement, de sauver sa mère. Mais en vrai, il sait très bien que s'il sauve sa mère, elle reprend le trône d'Écosse. Et lui, il n'a pas du tout envie de voir son pouvoir partir, de échapper. Donc, c'est très intéressant aussi de voir cette relation et de voir la complexité derrière ces deux femmes. Marie-Céline Daniel, de votre côté, vous avez travaillé sur le livre politique et la politique du livre, autant des guerres de religion, avec cette notion que l'on peut étendre d'ailleurs des guerres de religion des années 1570 à 1610. Vous êtes maîtresse de conférences en civilisation britannique à Sorbonne Université.
Quand Estelle Paranque nous replace ces personnages féminins dans un monde masculin, cette histoire-là doit être aussi replacée, vous nous l'avez dit, dans une histoire beaucoup plus large, européenne, de rivalité, où toutes les informations circulent. C'est ça qui est absolument passionnant dans cette histoire. Tout le monde observe, tout le monde connaît Mary Stuart, et il y a énormément d'écrits autour de cette histoire. Oui, alors Marie va devenir une héroïne martyre, évidemment, hein, dans cette tradition de martyrologie. Après sa mort, évidemment, l'exécution va être un événement extrêmement commenté, évidemment regretté, avec évidemment une majorité de textes catholiques. L'exécution, quand même, est un énorme problème, parce que certes, elle a abdiqué et elle n'est plus reine, mais en fait, on n'abdique pas. Dès lors que le couronnement est un sacrement, en fait, il y a une pièce de Shakespeare contemporaine qui s'appelle Richard II, où il y a un très très long passage qu'Élisabeth a fait interdire, où le roi lui-même accepte de déposer sa couronne. Ça n'est pas véritablement possible, puisqu'en fait, on ne cesse jamais de l'être, sauf quand on meurt. Voilà. Donc cette question de l'exécution de Marie, alors évidemment, à l'époque, sans doute, personne ne connaissait, ne savait exactement qu'Élisabeth avait signé l'ordre d'exécution, mais qu'elle ne voulait pas qu'il soit transmis, et que donc peut-être l'exécution n'aurait pas eu lieu, qu'elle a été aussi, dans une certaine mesure, victime, effectivement, d'un cercle très, très, très inquiet de la présence de Marie dans le nord en Angleterre. Mais en tout cas, tout le monde a bien conscience à l'époque que cette exécution est problématique. Alors évidemment, pour les catholiques, c'est un martyre, c'est un régicide. Les protestants vont essayer d'interpréter les choses différemment. Mais il y a une prudence quand même des Anglais, en tout cas clairement, sur cet épisode, parce que si Élisabeth résiste pendant si longtemps, c'est précisément parce qu'il s'agit quand même d'une reine et que on ne peut impunément exécuter une reine. Avec tout le degré d'hypocrisie, Élisabeth a essayé de soudoyer le gardien de Marie pour qu'il l'empoisonne. Donc c'était pas la disparition physique de Marie qui lui posait problème, ça l'aurait plutôt arrangé. Mais voilà, mettre en scène l'exécution d'un monarque, même si de fait elle avait abdiqué, c'était pas simple. Et Élisabeth, d'ailleurs, au moment de l'abdication, va demander une enquête pour savoir si cette abdication est possible réellement. Et dans un moment élisabétain assez typique, parce que Élisabeth a une gestion du pouvoir qui est faite de beaucoup d'attentes, la commission d'enquête va conclure à une non-responsabilité des deux parties. Et donc, au final, Marie reste en prison, les autres ne sont pas inquiétés et il ne se passe rien. Mais c'est un moment qui pose quand même énormément de questions aux contemporains. Mary Stuart, reine d'Écosse, se réfugie auprès de sa cousine, la reine d'Angleterre, le 8 février 1587. Cette pauvre Mary Stuart est exécutée. Estelle Paranque, quels sont les arguments pour exécuter quelqu'un comme ça? Est-ce qu'il faut bien justifier? On ne tue pas une reine sans expliquer pourquoi. En fait, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Il y a depuis le début du règne d'Élisabeth, il y a des complots contre elle, des complots catholiques qui vont s'intensifier après 1570 quand elle va être excommuniée par le pape. Et d'ailleurs, c'est là aussi où le protestantisme qu'elle a créé au début de son règne va devenir de plus en plus protestant finalement, puisque en 1570, les puritains vont lui dire « Mais attendez, maintenant vous êtes excommunié. » Et puis le pape a dit qu'en fait de la tuer, ne serait pas un crime, ça serait de délivrer l'Angleterre, j'allais dire le Royaume-Uni, pardon, l'Angleterre en fait de l'hérésie. Donc il y a quand même quelque chose de très important derrière, et il va y avoir de nombreux complots contre Élisabeth. Et le dernier en date, c'est celui de Babington en 1586, qui implique des Français, notamment le secrétaire de l'ambassadeur français Châteauneuf. Donc ça aussi c'est important de le noter, parce que moi je dirais qu'il a agi seul, dans le sens où Henri III ne s'est certainement pas impliqué pour essayer de faire assassiner Élisabeth. Ça, je n'y crois absolument pas, parce qu'entre Élisabeth et Henri III, il va y avoir une sorte d'alliance contre les Guises et l'Espagne. Mais les Guises sont bien derrière Châteauneuf, qui les soutient complètement, qui les a toujours soutenus toute sa vie. Et donc, il veut libérer Mary Stuart. Il veut surtout la mettre sur le trône d'Angleterre. Et donc, il y a ce complot.
Et malheureusement, Marie va écrire une lettre où elle va être d'accord pour faire assassiner Élisabeth, devenir reine d'Angleterre, changer la langue aussi. Elle veut rétablir le français en Angleterre, le français et l'espagnol. Elle écrit ça au roi d'Espagne, Philippe II. C'est très intéressant, et de le faire revenir tout le royaume sous le contrôle du pape, finalement, de l'Église catholique. Et donc là, sa lettre va être interceptée par les espions de Sir Francis Walsingham, qu'on peut appeler le premier James Bond quelque part. Les services secrets anglais ont commencé avec lui, et ça va être très dur pour elle, finalement. Et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, si vous voulez. C'est-à-dire que là, il y a vraiment des preuves. Élisabeth va être confrontée à ces lettres. Elle va mettre énormément de temps encore à choisir, parce que comme Marie-Céline Daniel a expliqué, elle aimerait bien que Marie Stuart soit morte, mais de manière, vous voyez, de pas faire en sorte que ce soit elle la méchante, finalement, dans l'histoire, parce que c'est aussi de ça dont elle a très peur. Et finalement, en fait, elle va la pardonner, mais c'est qu'en janvier 1587, il y a de nouveau un complot où l'ambassadeur français et ses hommes sont encore impliqués. Et là, ce n'est plus possible. Là, elle se rend compte que si elle garde Marie Stuart en vie, il y aura toujours en fait ce danger. Et ce danger devient de plus en plus important, avec des gens qui sont de plus en plus proches d'elle, parce qu'elle a quand même des audiences avec cet ambassadeur et ses secrétaires. Donc elle devient de plus en plus parano, je dirais, et à raison. Enfin, je veux dire, elle devient pas parano. Elle a de plus en plus peur pour sa vie, et elle va être persuadée de signer en fait l'exécution de sa cousine. Et voilà. Et donc ce sera la fin de Marie Stuart. La fin de Marie Stuart, mais ce n'est pas la fin de cette histoire. Marie-Céline Daniel, nous arrivons à la fin de cette discussion. Mais en fait, c'est l'ouverture d'autres histoires. C'est l'ouverture, déjà du mythe de cette rivalité qui a été alors reproduit de toutes les manières possibles, en peinture, au cinéma, au théâtre. C'est aussi toute une histoire qui se poursuit avec les partisans de Marie Stuart. Et puis, du côté d'Élisabeth, nous avons aussi une image très forte du pouvoir. En fait, des deux côtés, Marie Stuart et Élisabeth d'Angleterre, deux vraies figures de femmes qui avaient compris beaucoup de choses à la politique, mais qui n'ont pas pu mener leur politique. Oui, alors il ne s'agit pas de savoir laquelle a été la plus douée des deux. Je pense qu'Élisabeth quand même tient le manche. C'est quand même un monarque assez étonnant. En tout cas, dans les premières conséquences très très importantes, Marie Stuart, par sa mort, va en fait obliger les Espagnols à intervenir, c'est-à-dire que pendant très longtemps, ils espèrent pouvoir effectivement mettre Marie sur le trône. Dès lors que Marie n'est plus et que son fils est protestant, il s'agit immédiatement de faire en sorte que la restauration catholique puisse se faire. Et donc, c'est l'Invincible Armada en 1588 qui est le moment de gloire pour Élisabeth. Donc finalement, dans cette histoire, Élisabeth va tirer un bénéfice politique incroyable de cette défaite espagnole, incroyablement commentée, là pour le coup. Et effectivement, le mythe de la reine, alors vierge d'une part, mais de cette très grande reine, va très largement se nourrir de cet épisode-là. Et on va presque oublier ce régicide d'exécution un petit peu difficile à expliquer, parce que cette reine protestante aura réussi à défendre son royaume contre tous, et surtout contre l'immense Espagne. Donc Élisabeth se sort finalement très bien de cet épisode-là. Elle a réussi son Brexit. Merci beaucoup Marie-Céline Daniel de nous avoir expliqué les tenants et les aboutissants de cette rivalité. Et merci aussi à vous Estelle Paranque. Et je signalais juste ce livre que vous venez d'écrire, Blood, Fire and Gold, The Story of Élisabeth Ier et Catherine de Médicis. Voilà, du sang, du feu, de l'argent, avec une autre rivalité, Élisabeth et Catherine de Médicis. Merci beaucoup à toutes les deux. Il est temps, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Faut-il défendre l'éducation populaire ? Les partisans de l'éducation populaire se réfèrent le plus souvent au fameux rapport de Condorcet sur l'organisation générale de l'instruction publique présenté les 20 et 21 avril 1792. Le marquis de Condorcet, issu de la vieille noblesse provinciale, fut un mathématicien précoce, reçu à l'Académie des sciences en 1769, puis à l'Académie française en 1782.
Député à l'Assemblée législative, c'est lui qui fut désigné comme rapporteur du comité d'instruction publique. Considérant qu'il n'y a pas de démocratie du pouvoir sans démocratie du savoir, il plaida pour la mise en place d'un système scolaire ouvert à tous. Mais le plus important, pour la question qui nous occupe aujourd'hui, c'est la place éminente que Condorcet accorda dans ce rapport à l'éducation extrascolaire ou post-scolaire. Il affirme que l'instruction ne doit pas abandonner les individus au moment où ils sortent des écoles, mais se poursuivre pendant toute la durée de la vie pour entretenir des connaissances acquises à l'école et surtout apprendre l'art de s'instruire soi-même en utilisant les dictionnaires, les cartes et les récits. Pour couronner le tout, Condorcet demande aux instituteurs de tenir chaque dimanche une conférence sur la morale et les lois afin de favoriser l'adhésion rationnelle des citoyens à la nouvelle Constitution. Les mesures proposées par Condorcet n'ont pas été appliquées pendant la période révolutionnaire. Mais sous le Second Empire, son rapport a servi de référence aux militants républicains qui combattaient la mainmise de l'Église catholique sur l'enseignement. C'est à ce moment-là, en 1866 pour être précis, qu'a été fondée par Jean Massé la Ligue de l'enseignement, qui reste aujourd'hui encore l'une des principales associations d'éducation populaire. Au début de la Troisième République, la Ligue a engagé toutes ses forces pour développer ce qu'on appelait alors les œuvres complémentaires de l'école publique. Les chrétiens ont répondu à cette offensive du camp laïque sous l'impulsion de Marc Sangnier, qui s'appuya sur l'immense réseau des patronages catholiques pour impulser son propre mouvement d'éducation populaire. L'intérêt nouveau des élites cultivées pour l'éducation populaire s'explique en grande partie par le développement brutal du socialisme à partir des années 1890. Les succès électoraux du Parti ouvrier français en 1893 et la fondation de la CGT en 1895 ont joué un rôle déterminant dans la naissance d'un troisième courant d'éducation populaire. Centré sur la défense et la valorisation de la culture ouvrière, cette mouvance s'est beaucoup appuyée sur les bourses du travail et les mutuelles pour promouvoir des valeurs de résistance et de solidarité entre toutes les victimes du capitalisme. Comme on le voit, il n'y a jamais eu de définition consensuelle de l'éducation populaire, car elle est traversée par une ambiguïté déjà présente dans le rapport de Condorcet. Les élites cultivées qui défendent cette noble cause s'efforcent de transmettre aux classes défavorisées les connaissances dont elles ont été privées, mais dans le même temps, ces élites s'appuient sur leur idéal éducatif pour inculquer à leur public les valeurs et les normes morales auxquelles elles croient. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Viudel, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou, Maïwen Guiziou. Émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.